La parole est à Monsieur Jean Urbaniak. Où il est, monsieur? Où il est, monsieur Urbaniak? Je vous en prie, mon cher collègue. Madame le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est le troisième budget, Monsieur le ministre, que vous présentez à notre Assemblée. Mais c'est le premier que vous défendez depuis l'élection présidentielle. À ce titre, je pense qu'il revêt une importance toute particulière. Premier budget du septennat, il peut donner des indications sur les volontés et sur les objectifs pour le long terme, et on sait que la durée en matière de politique éducative constitue une donnée tout à fait incontournable. J'ajoute que la dimension nouvellement acquise et confirmée de votre ministère ne peut que favoriser une meilleure cohérence de l'action gouvernementale en matière d'éducation. Mais ceci, naturellement, est à vérifier dans vos propositions budgétaires. Par ailleurs, Monsieur le ministre, on peut supposer que si l'on a choisi à 2 reprises de vous maintenir à votre poste, ce n'est pas pour vous demander de faire le contraire de ce à quoi vous étiez personnellement engagé précédemment. Que l'on s'en félicite ou qu'on le regrette, nous avons, à travers ce budget, à mesurer donc également la continuité dans l'exécution des choix que vous avez préconisés. Monsieur le ministre, quelques mois se sont écoulés depuis la campagne des présidentielles et si l'approche économique des grands problèmes de notre société a récemment été reprécisée, c'est le moins qu'on puisse dire, par Monsieur le Président de la République, ces grands problèmes, eux, n'ont pas changé. Et notamment celui que pose l'élargissement du fossé entre ceux qui ont conservé ou renforcé leur place dans notre société et ceux qui en restent malheureusement exclus. Quand on connaît la place et le rôle joué par l'école depuis Jules Ferry dans le phénomène d'assimilation et d'intégration, lorsqu'on examine aujourd'hui le budget de l'éducation nationale, on ne peut pas ne pas considérer les moyens qu'elle se donne autrement qu'en fonction de ses fins, parmi lesquelles, en toute première priorité, doit se situer la volonté de réduire la fracture sociale tant évoquée avant l'élection présidentielle. C'est donc sur ce terrain que je souhaite placer mon intervention. Dans cette perspective, j'éviterai, Monsieur le Ministre, de me situer au niveau du toujours plus pour tenter de comprendre et surtout de voir avec vous comment, dans un contexte financier sans doute très difficile, mais que le gouvernement ne découvre pas quand même subitement, comment le système éducatif dans son ensemble peut progresser et sur quel domaine il conviendrait de mettre l'accent pour abonder, si possible, et dans tous les cas pour optimiser les moyens mis à la disposition de la nation par le Parlement. La fracture sociale est, nul ne le conteste, une réalité. C'est également un danger en raison de la désespérance qu'elle induit et de ces manifestations qui se multiplient au point d'être progressivement banalisées, nous faisant ainsi courir un risque supplémentaire, celui de considérer que tout cela est finalement dans l'ordre des choses, alors qu'il n'y a pas de fatalité de la fracture sociale et que nous avons encore le droit et le devoir d'être optimistes quant à l'avenir, et notamment à l'avenir des jeunes. Jusqu'à présent, l'école a joué un rôle essentiel dans l'élaboration d'un minimum de cohésion sociale. Même dans les quartiers les plus dégradés, même dans les secteurs géographiques les plus pauvres, beaucoup d'entre nous le savent et le constatent encore, l'école cherche à demeurer un lieu de rencontre, un lieu de fraternité et un lieu de tolérance. Imaginons un seul instant la situation de ces quartiers où les services publics n'existent quasiment pas. Imaginons ce qu'il adviendrait si l'école venait à disparaître. Ce n'est plus de fracture sociale qu'il faudrait parler, c'est la vie locale et à terme même les fondements de notre société qui seraient en péril. Il faut donc y prendre garde. C'est vrai que le gouvernement dit s'en préoccuper et s'il est indispensable de réinjecter l'espoir dans tous ces quartiers, il ne faudra pas, dans le programme national d'intégration urbaine, oublier l'école. Dans votre projet de budget, Monsieur le Ministre, ces préoccupations ne sont pas absentes.
Les moyens supplémentaires accordés dans le cadre des zones d'éducation prioritaire et des contrats de ville apportent ainsi de réelles satisfactions aux acteurs des projets et aux tenants des politiques inégalitaires. Mais, Monsieur le Ministre, ces satisfactions deviennent vite insuffisantes et parfois inopérantes parce qu'elles ne sont pas toujours ciblées sur les réalités des besoins en apprentissage. S'il faut donner plus dans notre société démocratique à ceux qui ont le plus de besoins, il faut aussi accepter de réfléchir à la définition précise de ce plus, au rapport entre le plus et l'autrement. N'oublions pas la réflexion désabusée de ce jeune beurre qui déclarait récemment, à qui voulait l'entendre, sinon l'écouter, « Oui, j'ai fait une fresque sur le mur de l'école, oui, j'ai fait du football, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, je suis allé au musée. Et je suis toujours et quand même sur la voie de l'exclusion parce que personne ne m'a vraiment fait confiance. » Pour faire confiance aux jeunes, il faut des moyens, il faut aussi faire preuve de courage, de lucidité, afin de protéger et de promouvoir l'école. Monsieur le ministre, comment protéger et promouvoir l'école? D'abord, et Monsieur Rossignol l'a bien souligné, en cessant, mais personnellement je ne crois pas que vous ayez vous-même succombé à cette facilité, en cessant de faire le procès des fonctionnaires. Je compte sur vous, Monsieur le ministre, pour rappeler à certains que les enseignants sont parmi les premiers acteurs de la lutte contre la fracture sociale. On n'a pas le droit, dans la situation sociale que nous vivons, d'opposer ceux qui sont payés par l'impôt aux autres citoyens. Il faut donc valoriser et continuer à valoriser la fonction enseignante. Ensuite, bien évidemment, il faut agir sur tous les secteurs qui permettent à l'école de demeurer ce ferment et ce catalyseur de lien social. Réduire de quelques unités ou de quelques dixièmes d'unités, compte tenu des limites budgétaires, les moyennes des effectifs des classes dans l'ensemble du pays ou dans les zones sensibles, ne suffira pas. Sans doute faut-il et faudra-t-il faire des efforts quantitatifs supplémentaires. Comment peut-on concevoir, par exemple, qu'à l'intérieur du cycle 2, celui des apprentissages fondamentaux, il y ait 35 enfants en section des grands et 25 au cours préparatoire, alors que les taux de présence à ces niveaux sont identiques et que la continuité des apprentissages s'impose? Comment, par exemple, peut-on accepter que parce qu'il existe une frontière départementale, les conditions d'accueil des enfants de 2 ans soient parfois radicalement différentes dans des zones urbaines ou périurbaines qui sont contiguës et qui connaissent les mêmes difficultés? Comment, par exemple, peut-on accepter que sous prétexte d'une rationalisation de la gestion des postes, objectif louable en soi, on soit conduit à des mesures de globalisation d'effectifs qui s'opposent totalement au respect de l'intégrité des quartiers, intégrité pourtant reconnue et validée depuis toujours à travers la notion de périmètre scolaire? Comment, par exemple, accepter dans l'enseignement supérieur ces disparités et ces inégalités liées à l'augmentation considérable du nombre d'étudiants, disparités et inégalités qui n'ont fait que se creuser, vous l'avez rappelé hier, Monsieur le Ministre, à l'occasion des questions au gouvernement. Comment et quand allez-vous les résorber? Et au-delà de ces interrogations, il y a bien entendu d'autres sujets à considérer, et notamment ceux qu'a fait émerger le nouveau contrat pour l'école. Le nouveau contrat pour l'école a ouvert des pistes, il a aussi inscrit des engagements dans le temps. Il faut que ces engagements soient tenus, leur mise en œuvre évaluée et régulée. J'ai eu récemment, Monsieur le Ministre, l'occasion d'avoir une rencontre de travail avec vous-même sur ces questions. Je reconnais que vous avez été particulièrement attentif à certaines observations. Permettez-moi d'en rappeler quelques-unes. J'en limiterai l'énoncé au socle que constitue la scolarité obligatoire. Premièrement, et je rejoins ici tout à fait le propos de Madame Rignot, il faut faciliter le travail des directeurs d'école. Leur travail a considérablement changé depuis une dizaine d'années. Cycle, équipe, projet, continuité, ils ne font plus le même métier qu'avant. Je sais qu'il vous est difficile, vous me l'avez dit et répété, d'accorder des décharges de service à tous les directeurs de nos milliers de petites écoles. Mais il faut d'urgence faire un geste pour les écoles moyennes et engager une nouvelle réflexion sur le poids des tâches administratives, où l'on peut trouver des solutions, et ce, sans démagogie. Deuxièmement, il faut relancer la politique de développement des réseaux d'aide spécialisés pour la prévention et les traitements précoces des difficultés et des retards. Je ne suis pas le premier à le souligner. Les mesures de redéploiement ne peuvent suffire.
Il faut un plan dans chaque département. Il faut aussi rendre plus attractives certaines fonctions qui n'attirent plus suffisamment les enseignants titulaires, pas toujours en raison des contraintes matérielles, professionnelles ou psychologiques qu'elles posent, mais par manque de compréhension quant à leur nature même. Troisièmement, il faut veiller à garantir la réforme du collège, dont on ne doit pas oublier qu'elle est le maillon faible du système. Dans cet esprit, il serait, Monsieur le Ministre, utile de reformuler l'attribution des crédits d'aide à l'innovation ainsi que les moyens contractualisés pour ne pas être chaque année à la merci des mesures de carte scolaire qui désorganisent de nombreux projets, comme certaines campagnes d'audit des collèges ont pu le mettre en évidence. Au-delà, Monsieur le Ministre, il faut bien entendu reconsidérer la place des leviers d'action dont vous disposez pour les situer aux endroits les plus fragiles du système éducatif. Je les rappelle en conclusion, les ruptures entre les différentes catégories d'établissements, rupture entre les catégories d'enseignants. La violence, ensuite, violence implicite générée par la compétition, par l'élimination prématurée, par des voies sans perspective. Enfin, Monsieur le Ministre, l'urgence de la réflexion sur la citoyenneté, sur la responsabilité, sur la maîtrise de la langue en tant que facteur d'intégration sociale. Vous y travaillez beaucoup, il faut continuer. Monsieur le Ministre, en conclusion, donc, permettez-moi de dire que pour toutes ces raisons, je n'estime pas fondés les différents amendements destinés à diminuer vos propositions initiales, dont j'apprécie par contre à son juste titre toutes les résultantes financières et notamment le taux d'augmentation globale de votre budget, même si dans l'examen de ces propositions, on peut parfois regretter de ne pas retrouver le souffle que vous avez fait naître dans l'élaboration du nouveau contrat pour l'école, mais je sais qu'il est difficile en ce domaine de toujours concilier une espérance fondée sur le long terme avec la contrainte du budget annuel. Il n'en reste pas moins, Monsieur le Ministre, qu'au poste que vous occupez solidement, on ne peut pas se contenter de travailler en simple gestionnaire. C'est la raison pour laquelle mon intervention a finalement concerné non pas l'analyse d'une proposition de gestion, mais plutôt les perspectives qui, le moment venu, se devront de dépasser les limites actuelles de cette gestion. À vous donc, Monsieur le Ministre, pour l'avenir, de juger en toute connaissance de cause. Je vous en remercie dès aujourd'hui.